Je m'appelle Sébastien Rousset et aujourd'hui on va évoquer un élément central à tous ces sujets-là, qui est en fait le modèle de vente par abonnement, que ce soit de produits ou de services. Et on va l'attaquer en fait sous différents angles. En fait, on va parcourir ces différents sujets qui sont présentés ici, à savoir serait-ce raison de passer ou pas à l'abonnement. Un raccourci, c'est plutôt pour dire un modèle de vente par abonnement. Comment bien construire ces offres par abonnement, les différents modèles d'abonnement qui existent. On va évoquer on va dire, quelques principales KPI liées en fait, au monde de l'abonnement. Et puis, quelle est la place en fait, d'un Customer Success Manager. En fait, pour certains, sans doute vous connaissez, mais quelle est sa place à ce, on va dire, nouveau commercial un petit peu dans une entreprise quand on a un modèle de vente par abonnement. Donc, on va toucher différents sujets liés à l'abonnement. Et puis, en fait, toute cette session, on va la rendre assez interactive. Je vais vous poser des questions, vous pourrez me poser. Et puis, on fera une bonne session comme ça. Alors, pour commencer, petite présentation de ma part pour un petit peu comprendre pourquoi je suis avec vous aujourd'hui. Je suis comme vous, en fait, je suis un entrepreneur. Après une formation d'ingénieur, j'ai mis quelques hashtags pour me caractériser. Et j'ai développé une expertise autour de la modélisation d'abonnement, du prélèvement automatique, de la facturation de services, de produits, B2C, B2B qu'on peut avoir. J'édite une solution et commercialise une solution autour de ces thématiques-là, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment les modèles d'abonnement, les prélèvements, la facturation. Et puis, par le passé, je suis passé, comme vous, par des process d'incubation, de programmes de start-up. L'idée un petit peu est de revenir et de l'autre côté cette fois-ci pour évoquer tous ces sujets. Premier élément, avant vraiment de plonger dans l'univers de l'abonnement, moi très souvent je rencontre des gens qui, on va dire, font des raccourcis sur des termes et forcément après on ne s'entend pas correctement. Qu'est-ce qu'on appelle en fait un abonnement ou le modèle par abonnement? C'est vraiment en fait la livraison d'un service ou d'un produit, d'un groupe des deux, et le client le paye. Et pour une durée ou pour un certain volume. Mais c'est ça vraiment la définition. Parce que souvent on entend des opérateurs de paiement par exemple qui vous disent ou dans le cas où vous mettez par exemple du paiement en ligne, ils vous disent moi je fais de l'abonnement, vous pourrez faire de l'abonnement avec moi. C'est faux, il n'y en a aucun qui le fait. Ils ont des briques pour piloter de la récurrence de paiement, mais c'est en aucun cas en fait de l'abonnement. L'abonnement, c'est vraiment la relation avec son client sur la fourniture d'un service, avec des niveaux de service, avec de la consommation, des options. Derrière, il y a la génération de factures, du prélèvement automatique. Le paiement n'est qu'une petite brique dans tout cet univers de l'abonnement. Petit point avant un petit peu de continuer. Quels sont les services que vous n'auriez jamais imaginé il y a quelques années qui seraient vendus sous forme d'abonnement? Est-ce que vous avez réfléchi un petit peu, dire ça, franchement, je n'avais jamais pensé qu'on pouvait l'avoir par abonnement. Le café, l'espresso, on ne l'attendait pas. Exactement. Mais les logiciels, il y a 5 ans, exactement. Ça a commencé. Exactement. Donc, tout ce qui est, là on parle sur un cas générique de logiciel, mais effectivement c'est toute la fourniture de services qui aurait dit qu'on consulterait tout un catalogue de films à distance avec Netflix, où on aurait accès à des catalogues illimités de musique avec Deezer, Spotify et autres. En fait, il y a vraiment beaucoup de pans en fait, de l'activité qui se transforment en fait, sous forme d'abonnement. Et en fait, c'est une accélération qui est en train de se passer. Tous les secteurs sont vraiment touchés. Et donc, en fait, quels seraient, par exemple, les services sur lesquels vous dites, ça peut-être plus tard, ça pourrait, le modèle pourrait être par abonnement? Moi, là, récemment, j'ai découvert qu'il y a des sociétés qui fournissent des plantes vertes à des entreprises et qui entretiennent, en fait, des
plantes vertes, que ce soit pour des cabinets de docteurs ou que ce soit pour, je sais pas, j'imagine peut-être un incubateur. Et c'est sous forme d'abonnement, donc un entretien et un renouvellement des plantes. Ça, j'y avais jamais pensé, que vous pouvez le faire sous forme d'abonnement. Et donc voilà, il y a plein comme ça de services que moi, à titre personnel, je découvre. Et on peut voir qu'en fait, il n'y a aucun secteur qui n'est pas touché par ce changement de modèle. Alors, je ne sais pas parmi vous, en fait, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vendez du service, vous vendez des produits? Les deux? Est-ce que vous faites du B2C, B2B? Donc, on va un petit peu sonder à main levée. Est-ce que votre activité est plutôt déjà B2B? D'accord, très majoritairement. Je ne sais même pas s'il y a du B2C. Si. Ah oui, il y a les deux, en fait. D'accord. Est-ce que c'est plutôt du produit, du service? Alors, est-ce que c'est du service? 70%. Et il y a les deux. Ça. Un petit peu, on peut vite transformer quelque chose en service, en fait. On développe un produit, mais on peut le mettre à disposition sous forme de service. Ça fait partie de nos réflexions actuelles. D'accord, ok, je vois. Mais justement, en fait, on va avoir quelques raisons qui conduisent à ne pas opter pour un modèle par abonnement. Le premier élément, moi je le vois souvent, il y a des gens qui viennent et qui disent en fait voilà, je veux proposer tel élément en fait sous forme d'abonnement. Et en creusant, en fait, on se rend compte que la personne, c'est pas de l'abonnement qu'elle cherche à mettre en place, c'est de la facilité de paiement. Et 3 fois sans frais, ça n'a jamais fait de l'abonnement, c'est juste vous faites un même produit qui est vendu, mais c'est pas de la facilité de paiement. Donc, si vous voulez proposer de la facilité de paiement, mettez pas en place en fait un modèle par abonnement. C'est de la pure vente en fait de produits. Après, comment il est réglé, ça c'est autre chose. Vendre en fait un produit ou un service dont le montant est extrêmement faible. En fait, ça sert à rien. En fait, vous allez perdre des marges de partout, notamment les opérateurs de paiement qui prennent des commissions. Et quand vous avez des services qui se vendent, je sais pas, à 2 € par mois, autant vous dire que la marge elle est proche de 0, donc ça sert à rien de réfléchir à un modèle par abonnement. À la rigueur, réfléchissez à un abonnement, mais plutôt d'1 an renouvelable pour avoir des montants un peu plus importants et éviter d'avoir des commissions. Si on fait un abonnement, je ne sais pas, à 2 € par mois, on va se taper 30 centimes, 40 centimes en fait de commission par mois. Il reste 1,60 €, 12 fois dans l'année. Je ne vois pas trop à quoi ça sert. La vente de produits physiques non couplés à un service. Clairement, c'est du e-commerce. Hein. C'est pas de l'abonnement. Ça ne sert à rien. La notion d'abonnement, c'est quand on veut avoir une relation longue avec le client. Donc ça, c'est 3. Il existe d'autres raisons, mais c'est déjà 3 bonnes raisons. 4 raisons en fait, qui conduisent à passer par un modèle par abonnement. Voilà, c'est fournir un produit, un service sous forme récurrente. On a voilà, les journaux, ils ont adopté des modèles d'abonnement parce que voilà, ils fournissent régulièrement, ils envoient le journal, enfin, s'ils existent encore. De maintenir en fait un accès ou un service. Typiquement, en fait, Netflix, Deezer, c'est un abonnement pour maintenir un accès à un catalogue. Permettre en fait un usage ou une consommation variable. Typiquement, le SMS chez un opérateur téléphonique, le nombre de minutes ou d'heures, en fait, c'est fournir un service sans pour autant définir de manière précise. Vous avez uniquement, je ne sais pas, 3 heures, 65 SMS envoyés ou 4 gigas de données. Il y a une variabilité en fait, que vous souhaitez mettre en place, notamment pour développer du revenu supplémentaire auprès du client. Et aussi, en fait, c'est développer un usage ou un service sur une cible marché particulière. Typiquement, un des exemples qu'on connaît tous, et on ne s'en rend pas compte, mais après l'avoir dit, c'est tellement évident. Si les opérateurs de téléphonie mobile n'avaient pas opté pour un modèle d'abonnement, il n'y aurait personne qui n'aurait de téléphone. Le coût d'acquisition d'un téléphone au départ était tellement gigantesque que personne ne pouvait s'équiper d'un téléphone pour pouvoir appeler. Donc en fait, ils le fournissaient au travers en fait, d'un abonnement
sous forme de location déguisée, mais c'était le seul moyen qu'ils avaient de pouvoir démocratiser un service. Sans ça, ça n'aurait pas pu marcher. Étape suivante. Alors, si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir, on peut de suite les évoquer. Une question, mais c'est juste pour être sûr que ça n'arrive pas après. Allez-y. Sur ces modèles d'abonnement, de quelle manière on peut les facturer et comment justement on gère ces prélèvements? S'il y a plusieurs formes, ça vient peut-être à. Ouais, on va le voir. Super. Donc, on va avoir effectivement tout. Là, c'est justement, on va commencer en fait à voir comment construire des offres sur un. Alors, le premier, en fait, un des éléments crucial et ça semble tellement évident, mais en fait, faire des offres qui sont lisibles et compréhensibles pour un client, en fait, c'est la clé de tout. C'est-à-dire, en gros, si vous vendez des téraoctets de traitement et des nanosecondes de traitement à quelque chose à un client, pas forcément comprendre de quoi il en ressort, il faut le transformer dans une valeur qu'il veut comprendre et faire des offres en fait qui soient lisibles, c'est-à-dire pas lui dire vous avez 150 offres, choisissez celle qui vous convient le mieux. Il faut vraiment rationaliser, quitte en fait à raffiner, mais voilà, nous en général, quand on accompagne des clients, on leur dit toujours fixez 3 offres avec celle que vous ciblez, qui est celle du milieu. Les autres offres, en fait, c'est juste pour cadrer et caler en fait la cible que vous cherchez. Donc ça, c'est la lisibilité en fait, effectivement, dans les offres est quelque chose de déterminant. Par exemple, au lieu de, comme ça, d'évoquer un volume de stockage du client, on peut lui indiquer qu'en fait, avec cet abonnement, cette offre-là, il peut stocker N fichiers. Pour certains clients, selon la population, c'est plus compréhensible que simplement lui dire 3 Tera, qu'est-ce que je peux en faire, ou est-ce que ça correspond à mon besoin. C'est vraiment en fait faire quelque chose d'ultra lisible. Mais pour pouvoir bien les construire, il faut savoir en fait ce qu'on veut mettre en place. Donc, il y a quelques termes en fait qu'on va évoquer qui ont attrait au modèle d'abonnement. Vous avez tous entendu, et peut-être vous-même vous réfléchissez à des modèles de freemium, on entend des modèles de forfait, de plan, d'options, de PSU, paiement à la consommation, paiement à l'usage. Globalement, en fait, ces 3 derniers, c'est la même chose. Les gens les évoquent de manière différente, mais au final, ça revient à la même chose. Et du paiement à la consommation, c'est un abonnement sans base forfaitaire, simplement en fait que du variable, mais ça reste de l'abonnement. Les noms de forfait ou plan, en fait, c'est la base forfaitaire d'un abonnement sur laquelle on peut y adosser de la variabilité tarifaire, sur laquelle on peut y mettre des options, mais c'est la base. Et globalement, après coup, on peut définir différents modèles, soit un modèle freemium, c'est un modèle gratuit et qui conduit vers du payant, ou un modèle directement payant avec différentes options. Concrètement, nous, en fait, on déconseille systématiquement des startups qui démarrent à faire du freemium. Ça sert vraiment, je ne sais pas si vous réfléchissez à mettre en place en fait des freemium dans vos services. En fait, si vous n'y réfléchissez pas, tant mieux. Les freemium, en fait, ce modèle-là a été survendu, notamment par des marketeurs américains, par plein de sociétés. C'est très adapté quand on veut cannibaliser un marché. Mais on a des reins solides pour pouvoir le faire. Le freemium, c'est vraiment quand on connaît quelle cible on a, comment ils souscrivent, quels sont les montants, et qu'on veut les chercher de plus en plus des nouveaux clients. Quand on démarre en fait une activité, c'est se tirer une balle dans le pied que mettre en place du freemium. En fait, vous n'allez pas connaître la raison exacte pour laquelle le client il vient sur votre service, parce qu'il est gratuit. Est-ce que c'est parce que c'est un visiteur lambda? Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui est très intéressé? Donc ça va à l'encontre en fait de vos intérêts. Moi j'ai une anecdote en fait sur ce freemium là. Il y a pas mal d'années, quelques années, j'ai monté en fait
un service SaaS qui était un outil à destination des équipes marketing pour faire de la gestion en fait, de comptes de réseaux sociaux et mener des opérations particulières. On a lancé dans un mode alors bêta ou freemium, ça revient au même, mais c'est un accès gratuit pour des gens. Et on avait accumulé à peu près 800, 900 utilisateurs qui exploitaient l'application. Ils avaient conscience, on leur avait dit qu'au bout d'un certain temps, il y avait une partie payante. Et pendant 6-7 mois, en fait, on les a écoutés. On a implémenté en fait, des requêtes qu'ils avaient faites. Et arrivé en fait, au moment de basculer sur le mode payant, eh bien, sur les 800-900 en fait, qui étaient intéressés, qui utilisaient en fait, notre application, un seul a payé. Donc, autant dire que c'était un peu dramatique. Donc, en fait, la conclusion qu'on en a tirée quelques temps après, c'était qu'en fait, on a écouté des gens qui n'allaient jamais payer le service. Donc, on a écouté des faux clients. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le mode freemium, c'est vraiment un modèle à éviter dans un démarrage d'activité. Autre, voilà, je voulais le révoquer ici. Autre élément, quand vous faites des modèles par voilà, des forfaits limités ou des modèles par abonnement, évitez en fait tout abonnement dans lequel il y a un accès illimité à tout. C'est la meilleure façon en fait, de jamais pouvoir développer du revenu supplémentaire sur un client. Vous allez développer des nouvelles fonctionnalités et les clients vont y avoir accès en manière illimitée. Donc c'est assez casse-gueule, ça ne permet pas en fait, de pouvoir développer ses revenus dessus. Il faut toujours bien quantifier. D'ailleurs, moi, il y a un exemple que j'aime bien suivre, c'est vraiment les opérateurs téléphoniques ou Internet. C'est les gens qui sont les premiers à avoir implémenté des modèles d'abonnement de manière massive et qui ont testé tout plein de façons de pouvoir vendre leurs services. Et quand on voit en fait, leur chiffre d'affaires désormais, bah voilà, ils sont les maîtres un petit peu sur le jeu des constructions d'offres d'abonnement. Et eux, en fait, tous les forfaits délimités, ils les ont quasiment arrêtés. Oui. Ok, quand vous dites forfait limité à éviter, mais par contre, dans quelle mesure on limite? Parce que par exemple, vous dites, dans notre cas, ce serait de nouvelles fonctionnalités, enfin l'abonnement serait dans le cadre de mise à jour de nouvelles fonctionnalités. C'est quoi? C'est un nombre de nouvelles fonctionnalités qui pourrait être, je sais pas, comment on peut limiter véritablement? Parce que nous, on a une vision à peut-être 1 an ou 2 ans des nouvelles fonctionnalités qu'on va remettre, mais ça se trouve, dans 2 ans, on aura peut-être 10 fonctionnalités de plus qu'on n'avait peut-être pas envisagé. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour donner un exemple. Alors, comment limiter ouais. Je répète un petit peu pour comment limiter, en fait, ça peut être tout simplement de pouvoir définir une limite sur une volumétrie d'usage ou définir en fait un cadre en leur disant, bah voilà, en fait, vous allez pouvoir utiliser telle et telle fonctionnalité et le jour en fait vous déployez de nouvelles fonctionnalités, bah, à vous de choisir la pertinence en fait, soit de les placer dans les abonnements des clients existants, ou soit leur dire, bah, en fait, voici nos nouvelles offres avec tel et tel élément supplémentaire qui n'existait pas dans les offres que vous avez. Donc le client, s'il les veut, il migre vers ces nouvelles offres. Et c'est le meilleur moyen en fait de développer petit à petit du revenu, parce qu'effectivement le temps que tu passes à développer de nouvelles fonctionnalités, globalement l'idée c'est pour avoir du revenu supplémentaire. C'est pas pour maintenir quelque chose qui a été vendu il y a très longtemps. Donc ça c'est effectivement voilà, les forfaits limités, que ce soit temps, connexion, volume de données, niveau de fonctionnalité. Il faut vraiment bien les cadrer pour pouvoir sortir de nouvelles offres avec les nouvelles fonctionnalités et les vendre plus cher. Un autre élément aussi, je ne sais pas si vous envisagez ou vous avez mis en place en fait, des périodes d'essai sur vos services. Et vous avez mis quoi comme période à peu près en jours, mois 6 mois. 6 mois, d'accord. 2 mois, d'accord. Qui d'autre? 1 mois. D'accord. Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir ce temps-là?
Pourquoi 6 mois et pas 30 jours? Ou, Alors, 3 jours. nous, enfin, il y a quand même une particularité, c'est qu'ils payent le produit et c'est l'abonnement lié au service qui paye en plus. Donc, on a quand même un apport de fonds initial. D'accord. Et après, on a estimé que c'était le temps vraiment d'attachement au produit. Les premiers utilisateurs qu'on a vus, c'était le temps qu'il leur fallait pour vraiment dire OK, moi, je prends un abonnement. Donc, en fait, pendant les 6 premiers mois, Mm. ils n'ont pas souscrit d'abonnement. C'est ça. D'accord. Donc, ils ont payé ce qu'on appelle un upfront, C'est ça. un setup, et 6 mois après. D'accord. Et c'est pas possible du tout qu'ils arrivent à percevoir la valeur un petit peu avant. Bah, on le verra plus parce que là, on n'a pas encore lancé commercialement, c'est que des tests utilisateurs, donc peut-être qu'on réduira le temps d'abonnement, enfin le temps d'abonnement offert. C'est pas gravé dans le marbre, c'est ce que je veux dire. D'accord. Pour l'instant, c'est pas commercialisé, donc on n'a pas suffisamment d'utilisateurs encore pour. Tu disais, toi, 1 mois. Un mois, ouais, c'était le temps qui permettait de voir si l'utilisateur se servait du produit ou pas. Donc, et nous, pas prendre trop de temps sur lui laisser à disposition l'outil et savoir ce qu'il allait en faire. Et lui, avoir le temps, un temps suffisant pour dire, OK, je vais l'utiliser dans mon quotidien ou pas. D'accord. Quand tu dis, comment tu estimes en fait, c'est en nombre de connexions sur ta plateforme? Ouais, tout à fait. Nous, je faisais un outil de gestion de réservation, donc toutes les réservations qui étaient notées sur l'outil. On savait la portée que, enfin, si l'utilisateur faisait la transition complète du papier à l'outil ou pas. Quoi. D'accord, ok. En fait, la période gratuite, elle a un intérêt si elle permet de déclencher plus de ventes payantes que s'il n'y en a pas. Et je me demande des fois si c'est vraiment du productif. Ça, c'est vraiment à tester. Nous, je sais qu'effectivement, quand on accompagne certains clients, et effectivement, par moment, il n'y a pas que simplement l'expérience de l'application, mais vous engagez peut-être vous aussi des ressources particulières qui ont un coût incompressible. Et donc, au client, de lui faire comprendre que s'il veut tester ou aller plus loin, à la rigueur, de lui faire une offre préférentielle sur un temps court pour qu'il puisse le tester, voire même en fait lui proposer de dire vous souscrivez en fait à notre outil, il n'y a pas d'engagement, vous vous désinscrivez quand vous voulez, et quitte même à leur dire on vous rembourse le premier mois si en fait passé le premier mois vous avez il n'y a plus aucun intérêt, enfin, vous ne trouvez pas l'intérêt dans l'application. Vraiment la clé c'est que c'est l'argent en fait. C'est un client, là, vous pouvez connaître en fait son intérêt uniquement via l'argent, pas ses dires ou tout ça. Ça, c'est très souvent pipeau. Mais un élément que nous, on aime bien évoquer sur les parties d'évaluation, des périodes d'essai, globalement, essayer de voir en combien de temps en fait un prospect peut appréhender 80% de votre outil. Ou on va dire les 3 plus grandes ou les 2 plus grandes en fait, fonctionnalités que vous proposez. Passez ça, le client, voilà. Si vous laissez trop de temps, en fait, ce qui va se passer, c'est que le client, il va oublier. Puis quand il va retourner avoir le besoin, ou peut-être que vous l'avez sollicité par un email ou un appel, il va falloir qu'il remette le contexte, il va falloir lui réexpliquer le produit, ce qu'il fait, perte de temps, perte d'argent. C'est vraiment limiter le temps le plus court. Combien de temps il faut pour que le client il parcourt votre application, qu'il fasse 1 ou 2 tests et qu'il dise « Ok, c'est ça qu'il me faut ». Il faut lui mettre des barrières. En fait. Moi, personnellement, je ne connais pas le service, mais 6 mois, vraiment beaucoup. Je ne connais pas le service, je ne vais pas juger dessus. Mais voilà, les 30 jours, c'est vraiment... on va dire quand on est des outils professionnels et il y a besoin que plusieurs personnes dans l'entreprise, après on a un outil, mais sinon 7 jours, 15 jours, c'est très souvent suffisant. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une relation de proportionnalité entre la notoriété de l'entreprise et le temps consacré à l'essai? Je prends l'exemple de Adobe. Parce qu'en fait, Adobe, ils font des essais de 7 jours, c'est assez court. Moi, je pense que typiquement, si je ne connaissais pas Adobe, je n'irais pas prendre un test de 7 jours parce que je n'aurais pas le temps de voir si en plus cette boîte elle est crédible. Mais comme c'est une grosse structure et qu'on sait que c'est quand même solide,
7 jours, ça suffit pour voir un point, enfin, je veux dire, un outil à l'intérieur d'une suite qui est quand même hyper connue. Donc, je me demande s'il n'y a pas quand même cette espèce Il y a plein de facteurs, effectivement, Ouais. qui rentrent en jeu. La notoriété d'une entreprise, effectivement, il joue. Mais c'est surtout, en fait, est-ce que le produit, le service que vous fournissez à ce client-là, et le client, il a vraiment ce besoin-là. C'est sûr qu'en fait, moins le besoin du client est en phase avec votre produit, plus le cycle de décision sera long. Et quand en fait, vous voyez qu'un prospect, il a déjà, il exprime en fait un besoin et qu'il commence effectivement à tester. Donc après, je ne sais pas quel est le type de relation que vous avez avec les différents clients. Mais par exemple, imaginons qu'on est en discussion avec le client. Il est intéressant de savoir est-ce qu'il a déjà engagé des budgets par ailleurs pour résoudre le problème qu'il a. Là, clairement, il ne va pas lui falloir 5-7 ans pour voir si votre outil lui convient. Donc, c'est pour ça qu'il faut au maximum réduire les périodes d'essai, ou voir en fait ce que je disais juste avant, de vendre en fait directement l'outil et de lui dire, eh bien, voilà, vous, on vous rembourse si au bout du premier mois vous n'êtes pas satisfait, c'est sans engagement. Voilà. On le voit un petit peu, je reviens encore sur les opérateurs téléphoniques, on voit bien qu'ils sont tous sur des modèles où ils arrêtent l'engagement. Il y a tellement en fait de concurrence, et c'est un élément, en fait, l'engagement, c'est un élément qui ralentit la décision en fait d'un client. Parce que si vous lui dites, bah voilà, mon outil c'est 30 € tous les mois, mais vous êtes engagé sur 12 mois, bah, c'est pas 30 € tous les mois qu'il va payer. Dans sa tête, automatiquement, il fait x12 et il dit, ok, ça aurait été juste 30 €, bah, je veux bien, voilà, je veux bien en fait tester et valider que ça correspond bien à mon besoin. Donc voilà, les périodes d'essai, c'est vraiment à bien doser, parce que plus aussi on les retarde, plus les revenus sont moins. Et le nerf de la guerre, ça reste. Alors, juste une question par rapport aux offres. Vas-y. Vous allez peut-être en parler après, hein, je ne sais pas. C'est que les opérateurs téléphoniques, ils ont fait aussi 1 heure inclus dans le forfait, puis chaque minute supplémentaire en appel téléphonique. On pensait, nous, à un truc comme ça. Est-ce que c'est compliqué finalement à comprendre, ça, qu'on a peut-être l'impression de se faire tabasser quand on dépasse le forfait? Non, en fait, est-ce que tu as la sensation en fait, de te faire tabasser avec ton opérateur? À l'époque où j'étais chez Orange, oui. À l'époque où maintenant je suis chez Free, non. Oui, mais globalement, maintenant, dire, tout ce que tu peux souscrire en ligne, que ce soit regarde EDF, tu as de la consommation en plus en fait de ton forfait de base. Donc, oui, non, mais justement, c'est de la pure consommation. Donc, c'est pas quelque chose que tu découvres ou que les gens découvrent. Tu commences à avoir l'habitude et puis ça, tu le retrouves en fait sur plein de choses. Typiquement, même si on peut parler, par exemple, je sais pas, Netflix, on va dire, vous pouvez visualiser les séries et les films sur 2 écrans, vous avez un 3e écran, c'est 5 € de plus ou 6 € de plus. En fait, la notion d'option ou de consommation en dépassement en fait, du forfait de base, c'est quelque chose d'assez commun maintenant. Après, dans les différents éléments, les offres, globalement, il y a 2 types d'offres en termes de périodicité qui existent. Moi, je le vois par rapport à toute la base de clients que l'on a. Je crois qu'on doit avoir 1 ou 2 clients sur des offres trimestrielles. Et que globalement, ce qui est assez connu et qui n'ont pas trop de réflexion, c'est soit des offres mensuelles, soit des offres annuelles. Et généralement, ce qui se fait, en fait, c'est que les offres annuelles, ça représente 10 mois. C'est 10 mois payés si on par rapport à une offre mensuelle. Donc voilà. Donc l'idée, c'est un petit peu, ça leur fait, je crois, 17-18% de réduction. C'est un petit peu le modèle qu'on voit en fait se déployer un peu partout. C'est basculer à l'offre annuelle et vous paierez 10 mois au lieu de 12.
Il y a eu un temps, on voyait payer 1 an et vous aurez 2 mois de plus. Mais les gens, voilà, je suis engagé sur 14 mois, je comprends pas bien. Enfin, pour faire des trucs simples. Les choses qui se renouvellent, c'est les mois et les années. Autre élément aussi qui change beaucoup, c'est on passe en fait d'un mode calendaire à un mode data-date. C'est-à-dire que il y a encore par exemple, je sais pas, si on prend un cas EDF, effectivement, c'est du 1er au 30 ou 31 du mois. Mais maintenant, quasiment tous les services, vous pourrez regarder même votre opérateur téléphonique, vous avez souscrit le 15, vous êtes renouvelé tous les 15. Et puis, c'est pas... Ça simplifie encore la compréhension par le client. Parce que quand on fait du calendaire, la personne qui démarre le 25, il va falloir lui dire que en fait, le prorata qu'elle paye, c'est du 5 au 31 et ça fait 6,37 €. Mais le mois suivant, c'est un mois plein et qu'il devra payer ce montant-là. C'est la meilleure façon en fait, d'avoir début du mois suivant des gens qui appellent, qui envoient des emails en disant je ne comprends pas, j'avais payé 6,37 € le mois passé, maintenant je paye 30 €, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'était juste un prorata. Donc le format, les offres en fait avec une souscription date-à-date, c'est la meilleure façon en fait de simplifier la compréhension au client. Il a souscrit le 15, il est renouvelé tous les 15. Il a souscrit le 27, il est renouvelé tous les 27. L'engagement, on a commencé un petit peu à en parler. Voilà, nous, c'est ce qu'on invite les gens, c'est éviter de proposer de l'engagement aux clients, sauf en fait un engagement minimum. Ça, c'est quelque chose que les clients comprennent, et notamment, par exemple, c'est ce que fait Microsoft avec son service Office 365. Selon les régions dans le monde où on se trouve, c'est 3 mois minimum, 6 mois minimum. Et on paye tous les mois, c'est juste qu'en fait, on ne peut pas se désengager de l'offre souscrite. Mais tout autre type en fait, d'engagement est plutôt à éviter. Je dis à éviter, je ne dis pas à ne pas faire, parce que après, ça dépend de votre service, ça dépend des contraintes que vous pouvez avoir, ou des frais et des ressources que vous engagez pour délivrer votre service. Une question. Quand on parlait de gagner 2 mois gratuits quand on est sur une souscription annuelle, est-ce que c'est un prélèvement annuel qu'il faut considérer ou le fait qu'on est, est-ce qu'on est engagé annuellement dans ce cas-là? Est-ce qu'il faut dire qu'ils sont engagés ou pas? Alors, en fait, non, mais je comprends très bien, en fait. Donc, pour reprendre un petit peu, effectivement, je suis passé un peu vite sur les offres annuelles et mensuelles. Toujours dans l'idée de simplifier, en fait, la compréhension au client. Une offre mensuelle, le client est prélevé mensuellement. Une offre annuelle, le client est prélevé annuellement. Et effectivement, ce que j'évoquais tout à l'heure, le 2 mois à la offert, c'est juste, en fait, le calcul du montant annuel qu'il paye. Oui, non, mais c'est juste pour savoir si dans ce cas-là, on doit prévoir un engagement différent. Est-ce qu'on peut avoir une offre annuelle, prélevée annuellement, sur un engagement qui reste mensuel, par exemple? Non. Il faut éviter. En fait, on complexifie en fait, la compréhension du client. Bon. Dans une offre mensuelle ou dans une offre annuelle, un des éléments qu'il faut en fait, dire, évoquer, noter dans vos conditions générales de vente et d'utilisation, et que les clients comprennent très bien, c'est que tout mois commencé est dû. Pas de remboursement, mois ou année. La personne a souscrit à une offre annuelle. En souscrivant à cette offre annuelle, elle bénéficie d'un montant spécifique. Donc, elle peut se désengager, mais le désengagement sera effectif qu'à la fin de la période courante. Donc, la personne s'engage annuellement. C'est pas qu'elle s'engage annuellement, c'est qu'elle souscrit en fait à une offre annuelle. Vous lui livrez le service sur l'année. Et si elle veut se désengager, elle se désengage. Mais en tout cas, vous lui maintenez l'accès au service sur la période qu'elle a payée pour éviter le remboursement. Et ça complexifie derrière votre trésorerie, votre comptabilité, et ainsi de suite. Une autre question, elle paye avant la période. C'est le premier jour de la période. Exactement. Il faut tout faire du prépaiement.
Le post-paiement, vous allez avoir en fait, vous risquez d'avoir des échecs de prélèvement liés à plein de choses. Le client a un compte débiteur, le client a fait une opposition sur sa carte ou sur son mandat CEPA. Et donc, en gros, vous retardez l'hypothétique en fait, récupération des revenus qui vous sont propres. Et vous pouvez très bien en fait tolérer qu'il y a un échec de prélèvement, mais vous continuez à maintenir le service. Donc, vous avez un gros client, il y a eu un échec de prélèvement pour X raisons. Il ne faut pas lui bloquer le service parce qu'il y a eu un problème momentanément. Donc il faut pouvoir derrière prélever, tenter en fait, de prélever à plusieurs reprises pour essayer de récupérer l'argent ou le contacter pour essayer de régulariser la situation. Voilà, l'idée c'est de rendre assez smooth la relation avec le client. Et vraiment anticiper les prélèvements. Donc, l'abonnement se renouvelle, production de factures, notification de prélèvement. En fait, vous prenez votre facture, je sais pas, de fruits Orange et vous regardez en fait comment elle est construite la facture. Vous avez le nouvel abonnement, les différentes consommations, enfin, toute la régularisation des options et des options en fait, qui ont été faites dans la période précédente. Et un avis de prélèvement qui vous dit que 3, 4 jours, 5 jours après la réception de la facture, vous allez être prélevé de ce montant-là. Comme ça, en fait, si vous cherchez à contester, ça va être compliqué. On vous a notifié que vous aviez ça à payer, vous êtes prêt. Donc effectivement, toujours dans le souci de lisibilité, offre mensuelle, prélèvement mensuel, c'est une facture par mois, annuel, une facture, un prélèvement. Il faut simplifier au maximum. Éviter effectivement tous les... vous êtes sur une offre annuelle et vous êtes prélevé de 12 fois pour vous faciliter les paiements et tout ça. Ça paraît joli, mais en fait, vous allez voir votre comptable et vous tirez les cheveux dessus. Il va dire, attends, vous allez avoir 12 factures d'une seule prestation qui va être subdivisée et ça va être un petit peu compliqué. Donc ça, on avait vu. Autre élément aussi, c'est ne pas croire qu'on n'a qu'une seule offre et qu'on ne vend qu'une seule offre. Parce qu'au fil du temps, déjà, votre service va évoluer et vous allez vouloir vendre en fait un autre montant ou packager différemment en fait votre service. Donc, dans la réflexion de la mise en place d'un modèle, alors là, je vais parler modélisation et réflexion, architecture avec l'équipe technique. Il ne faut pas penser qu'on n'aura qu'une seule offre qui existe dans la gestion, c'est penser qu'on va en avoir plusieurs, parce que le produit va évoluer, parce qu'il y a Noël qui arrive et qu'on veut faire une offre spéciale, et que on va dans 3 mois au salon un truc, et qu'on veut faire une offre particulière. Très vite, en fait, on se retrouve en fait, à gérer un catalogue d'offres. Donc c'est quelque chose qu'il faut effectivement réfléchir. Mais aussi, peut-être que vous avez différentes cibles. Ne serait-ce même si vous me dites que vous faites tous du B2B, ou certains font les deux, mais dans le B2B, il y a différentes catégories. Il y a des petits, il y a des moyens, il y a des grands, et on ne fait pas les mêmes offres en fait, à ces différentes personnes. Donc très vite, en fait, avec un service, on se retrouve avec différentes offres. Il faut pouvoir en fait, bien les réfléchir. Un grand compte, vous n'allez pas lui dire tu souscris à une offre mensuelle. Il va faire tu rigoles, je vais pas. Tu vas me faire un devis, tu vas m'envoyer une facture et je vais te régler à l'année ou par semestre. Mais aussi de réfléchir que ce qu'il faut, quand on réfléchit à son modèle d'offre, ce qui nous paraît assez naturel pour nous, ne l'est pas pour tout le monde. Typiquement, nous, les différences qu'on voit, c'est que en France, on aime assez bien les offres assez packagées, avec très peu d'options en supplément. Je sais pas, ça nous rassure. Et par contre, les Américains, c'est tout l'inverse. C'est qu'ils aiment bien des trucs avec des tout petits packages et plein d'options dans tous les sens. Ils ont l'impression qu'en fait, ils ont une personnalisation complète, hyper adaptée à leurs besoins.
Donc, si vous arrivez sur le marché américain et vous lui dites, bah voilà, voici mon offre comme ce que je vends en France, il va dire, ouais, mais très bien, mais en fait, moi, je vais utiliser ça, ça et ça, et je ne vais pas payer ce montant-là pour utiliser ça. Donc, il faut comprendre que quand on vend un service et qu'on se déploie à l'international, il y a des spécificités qui existent, des spécificités de gestion d'offres. Il existe aussi d'autres spécificités qui peuvent être gestion de TVA, gestion de la partie facturation et paiement est un autre sujet. Mais là, on est sur la modélisation. Aussi à réfléchir, quel est le modèle de vente en fait que vous avez. Globalement, il y en a deux. Souscription en ligne, c'est ce que nous on appelle en fait du self-service. Le client il souscrit en ligne, il rentre une information de paiement, il active les options dont il a besoin, il voit l'état de son abonnement et de ses différents niveaux d'usage et tout ça, c'est du self-service. Ou en mode ce qu'on appelle nous one-to-one, c'est qu'il y a une équipe commerciale qui est présente et qui en fait construit les offres ou les abonnements pour les clients. Donc, il y a vraiment en fait, à réfléchir sur les modèles. Je ne sais pas, vous, quel est plutôt le modèle sur lequel vous vous orientez? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de souscription en ligne, plutôt un mode self-service, ou plutôt un mode avec un commercial ou une équipe commerciale? Quel est le modèle sur lequel vous vous orientez le plus? C'est pour du B2B. Du plus qu'il faut rassurer le client et sur une offre de rupture, il faut proposer quelque chose qui le rassure. Ça, c'est très français. Hein. Ouais. En fait, quand je dis très français, le comportement, le comportement du client. Oui, le comportement du client, oui, mais pardon, là, on propose un robot de massage. Donc, ah oui, d'accord. C'est vraiment rupture par rapport à des pratiques existantes, il n'y a pas de. D'accord. Okay. Il y a un produit et service, c'est pour ça, effectivement. Mais quand en fait c'est du pur service, quand c'est en fait vraiment du pur service, il faut voir qu'un Américain il a l'habitude de ne pas avoir un commercial au téléphone. Il souscrit en ligne et il se désinscrit s'il en a besoin. Donc c'est dans votre relation que vous imaginez ou que vous projetez, de bien y réfléchir, à dire bah voilà, ce modèle que j'ai avec une équipe commerciale, c'est vraiment sur en France et quelques pays, souvent c'est des pays latins qui ont besoin de parler. Ils ont besoin d'entendre une fois pour être assurés le service, mais on va dire les pays plutôt nordiques, c'est de la souscription en ligne ou sur les marchés américains, c'est plutôt une souscription directement en ligne. Alors là, sur cette image-là, c'est plutôt pour vous donner un peu plus de vocabulaire dans l'univers de l'abonnement. Tout ça là, en fait, j'entendais, oui, j'ai des éléments qui sont inclus dans mon abonnement, où j'ai différents niveaux de service. Donc, concrètement, dans votre réflexion, pensez offre. L'offre, en fait, ça package. Une offre, en fait, ça a des caractéristiques, ça a un montant, ça a une périodicité, ça a un niveau d'usage, et en fait, chaque caractéristique est une composante en fait de votre abonnement, de votre offre d'abonnement. Et souvent, en fait, la caractéristique est une composante en fait de votre service. Donc, de pouvoir faire le lien aisément. Voilà. Caractéristique, c'est le nom qu'on donne à une composante d'un abonnement et aussi une composante de votre service. Alors maintenant, on va basculer sur les KPI. Alors des KPI, je ne sais pas, des Key Performance Indicators, donc des éléments en fait, que vous pouvez gérer dans un Excel, un tableur, ou sur des services qui font ça pour vous. Les modèles par abonnement, ils ont quelques indicateurs qui leur sont propres. J'en ai mis en fait quelques-uns. Il en existe des tonnes. Vous pourrez lire si vous êtes vraiment intéressé par le sujet. Vous pourrez facilement trouver beaucoup de choses dessus. Il n'y a pas qu'une seule, on va dire, école sur ces caractéristiques-là, sur ces clés-là. Il y a, on va dire, plein de gens qui décomposent chacune de ces composants. Donc, moi, les 5 que j'ai représentés,
c'est les active subscriber count, c'est le nombre en fait de clients actifs que vous avez. Et en fait de voir quelles sont les offres qu'ils souscrivent, de voir comment ils utilisent votre service. Pour moi, en fait, toute personne qui n'est pas active, doit être exclue de l'application. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est souvent, enfin, c'est plus les Américains qui le font. Mais ça ne sert à rien de maintenir une personne dans votre application si elle n'y fait rien, ça vous consomme de la ressource, même si c'est faible. Imaginons que vous avez 20 000 clients inactifs, bah, ça vous fait des frais supplémentaires dans votre compte. Donc souvent, ce que font en fait les Américains, pour voir en fait si la personne, c'est juste un oubli et tout ça, ils me disent, bah voilà, en fait, ça fait 60 jours que vous n'êtes pas reconnecté sur le service. Si vous ne vous reconnectez pas dans les 10 jours qui arrivent, votre compte et vos données seront entièrement supprimées. Et ils évoquent des raisons de confidentialité des données et tout ça. Et globalement, l'objectif, c'est de voir si cette personne-là est intéressée ou pas. Et si elle n'est pas intéressée, je la dégage. Elle ne sert à rien. Si elle paye ou si elle ne fait rien, c'est pas grave. Ça, c'est autre chose, effectivement. Ça, c'est autre chose. Mais effectivement, en fait, dans les modèles d'abonnement, en fait, il y a une tendance qui se voit alors plus dans le B2C, un peu moins dans le B2B, mais ça reste. Par exemple, un des sujets que j'ai eu il n'y a pas longtemps en discussion avec un réseau en fait, de franchisés de clubs de fitness, il disait que 10% des abonnements qu'ils ont, les gens ne viennent pas. C'est quand même fou, hein. 10%. J'étais étonné. Voilà, il y a plein de secteurs, c'est comme ça. Alors, dans du service B2B, c'est un peu moins, mais bon, ça reste proche de 5% quand même. Donc, pour cela, bah, faut les chouchouter, hein, de ne pas leur envoyer d'email. Non, vous êtes obligé au moins la facture. Mais voilà, donc ça c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, bon, c'est quelque chose de standard, c'est visualiser en fait le revenu que vous faites mois par mois, de manière à, on va dire, à comparer ce que vous avez apporté, les nouvelles offres que vous avez mis en place, les nouvelles fonctionnalités que vous avez apportées, ou tout simplement les opérations marketing ou les efforts commerciaux que vous avez faits pour pouvoir recruter des nouveaux clients et de voir en fait comment ces éléments-là augmentent ou voire diminuent aussi. Malheureusement, ça arrive. Notamment, on le verra avec la notion de churn. Le suivant, qui est le coût d'acquisition client. Bon, là, c'est un peu quelque chose que vous retrouvez. Enfin, il n'y a pas besoin de faire de l'abonnement pour pouvoir le retrouver, mais il est important pour pouvoir savoir en fait comment j'investis et le mettre en relation souvent avec celui qui est en dessous, qui est ce qu'on appelle le Customer Lifetime Value ou le LTV ou CLV. Enfin, voilà. Vous pourrez le retrouver sous différents noms. C'est globalement, en fait, avec un client donné, quel est le montant cumulé sur tout le temps de sa vie que vous avez réuni. Et donc, par exemple, un client, si vous avez une offre de, je sais pas, de 30 € par mois, mais que le coût d'acquisition est de 200 €, vous pouvez vous dire, je vais arrêter en fait ces campagnes marketing-là, ou je vais arrêter cet effort-là. Mais si en fait, en regardant le Customer Lifetime Value, vous vous rendez compte qu'en fait, ce type de client, il reste 3 ans chez vous, 3 ans à 20 ou 30 €, les 200 € de coût d'acquisition, finalement, au final, on est bien content de les mettre parce qu'à la fin, on gagne beaucoup plus. Donc voilà, c'est chose que par exemple, quand on fait du e-commerce, de la prestation simple, on relie le coût de notre prestation à un instant donné avec mon coût d'acquisition. Est-ce que c'est supérieur ou inférieur? Et si c'est bon, je continue. Si c'est pas bon, je dégage. Mais là, il y a une troisième dimension qui est en fait la valeur du client sur le long terme. Le churn, en fait, bon, c'est quelque chose qu'on retrouve. En fait, toutes ces variables-là, elles se combinent un petit peu les unes dans les autres. Elles permettent de voir, mais effectivement, le nombre de clients actifs, forcément, ça se retrouve en fait dans les revenus. Parce que plus on a de clients actifs, plus on a des revenus. En tout cas, c'est l'objectif.
le coût, en fait, la valeur d'un client, elle est liée en fait au taux de résiliation que vous avez sur votre application. Alors, si un client il reste pendant 2 ans, ça veut dire que vous avez un taux de résiliation. Alors un élément que moi j'aime bien évoquer, alors, je ne sais pas si je l'avais mis après. Non, il pas. Un élément à voir, c'est que la résiliation, il ne faut pas la voir comme quelque chose de binaire et blanc. Le client, en fait, dans la notion d'abonnement, il n'est pas client ou pas client. Il y a ce qu'on appelle du soft churn ou du hard churn. Et quelqu'un qui bascule à une offre inférieure, ben, c'est une résiliation, mais pas complète, parce que c'est une perte de revenus. On comprend pourquoi. Donc, c'est pas aussi binaire. Donc, voilà, de faire attention, parce qu'on peut avoir un volume de clients qui augmente. On se dit, bah, mes revenus vont augmenter. Mais en même temps, on se rend compte que mes clients, ils basculent sur des offres inférieures. Et donc, en fait, mes revenus chutent. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, il faut bien regarder ces indicateurs-là pour avoir une maîtrise en fait sur toutes les opérations qu'on a. Bon, après, on peut en regarder beaucoup plus des indicateurs, mais voilà, après, chacun dans son métier, l'équipe commerciale, elle va aller chercher des indicateurs un peu plus profonds, l'équipe marketing a d'autres, et l'équipe support aussi, d'autres. Et notamment, on va en arriver sur la place en fait du Customer Success Manager, qui est, alors certains les voient comme une équipe support dans une société, mais en fait c'est un autre commercial. On a 2 types, quand on vend du service par abonnement, on a 2 types de commerciaux. On a on va dire le chasseur, celui qui va faire la première acquisition d'un client. Et après coup, en fait, on peut appeler ça un account manager, ou globalement, c'est ce qu'on appelle un customer success manager. C'est la personne qui, derrière, va avoir elle va avoir 2 rôles, notamment, qui va être en fait de maintenir un taux de résiliation faible. Et effectivement, ce que je vous évoquais tout juste avant, le soft churn ou le hard churn, de voir en fait, est-ce que les gens downgrade ou pas, et de limiter en fait au maximum ça, et de développer en fait des ventes additionnelles pour ces clients-là. Il y a le premier, il y a le commercial chasseur, et puis après il y a le customer success manager. Un élément que moi je vois souvent, et c'est pour ça que je dis qu'en fait ce sont aussi des commerciaux, c'est que dans beaucoup en fait de grosses sociétés, des sociétés en fait qui tournent bien et qui font par exemple du SaaS, les Customer Success Managers en fait ils touchent des primes. Si le churn reste en dessous de 1% sur un portfolio de clients, je ne sais pas, ça dépend après des services, mais disons de 100 ou 200 clients, mais ils touchent des primes intéressantes. Oui, vous avez fait en sorte qu'il y a un niveau de résiliation, il reste bas. Et aussi en développant des ventes additionnelles, de toucher en fait des primes. C'est pour ça qu'en fait c'est un rôle de commercial. C'est pas juste un happiness manager qui rend tout le monde heureux. Il a un rôle de commercial et il a un impact fort sur les différents critères qu'on a vus justement avant. Il a un rôle important sur la valeur en fait du client, sur les revenus récurrents, sur le maintien de la base de clients actifs et sur le churn. Donc c'est pas un poste en fait à négliger. Et vous avez des taux moyens de taux de résiliation de churn en fait. Résiliation vraiment hard churn, hein, pas le globalement, l'idée c'est de se rapprocher des 1%. D'accord. 1 ou 2%. Si vous avez 10%, il faut vraiment regarder, il y a un souci quelque part, il y a une insatisfaction qui peut être du produit, mais qui peut être aussi de l'équipe qui est en place, du type de discours qui va être avec les clients, mais de diminuer au maximum. D'autant plus que ça coûte beaucoup plus cher à acquérir un nouveau client qu'à maintenir en fait un client actif. Donc
il y a même des sociétés qui ont privilégié en fait réduire les équipes en fait commerciales pour développer en fait du revenu avec leur base existante et qui ont fait beaucoup plus de revenus en se focalisant dans un second temps en fait dessus pour pouvoir déployer de nouvelles fonctionnalités, les commercialiser et développer ces revenus. Parce que là, ça ne nécessite plus de réinvestir dans des campagnes particulières pour pouvoir acquérir de nouveaux clients. Après, les ventes additionnelles et les ventes complémentaires, c'est des upgrades, des upsells, enfin, ça dépend après de ce que vous faites. Mais voilà, c'est son rôle en fait de gérer cette partie-là. Globalement, en fait, on est arrivé sur le bout de la présentation. J'ai été plus rapide que je le pensais. Est-ce que vous avez des questions particulières qui ont attrait en fait à la présentation, ou même en dehors, peut-être des éléments que je n'ai pas présentés, mais qui touchent en fait les abonnements, ou peut-être un point de votre service ou de questionnement? Juste la nuance entre le CLV et le churn. Ça va être quoi la différence entre les deux? Alors le CLV va s'exprimer en fait en euros. Ça va être la valeur de ton client en euros ou en dollars si c'est de devise. Oui, mais la valeur, c'est s'il y a par exemple, et c'est sans engagement, comment on détermine la valeur? Alors en fait, cette valeur-là, c'est pas une valeur qui est figée, c'est une valeur qui évolue dans le temps. Plus en fait tes clients restent avec toi, plus cette valeur-là en fait elle évolue. Si il résilie plus, elle descend. Et, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce qu'on appelle des cohortes, où on voit en fait, ça fait une sorte un peu un triangle, je n'ai pas de dessin ici, où on voit les gens du marketing qui évaluent en fait la valeur d'un client mois par mois. Et effectivement, ceux qui ont souscrit en janvier, ils valent plus cher que ceux qui ont souscrit en juin, parce que ça fait plus longtemps qu'ils sont sur le service. Et voilà. Mais globalement, au bout d'un moment, on peut dire au bout d'un an, un an et demi, on commence à avoir une bonne valeur de ce qu'on appelle la CLV de ces clients. Après, si les clients restent plus qu'un an et demi, 2 ans, 3 ans, cette valeur-là va continuer en fait d'augmenter. Et elle vous donnera des bonnes en fait indications sur comment vous pouvez investir en termes de marketing, que ce soit à travers des campagnes ou à travers des salons. De dire, voilà, plus il reste longtemps, plus je vais pouvoir investir massivement pour en recruter plus. Et ça va intéresser notamment des investisseurs, de savoir quelle est la valeur en fait d'un client. Oui, c'est la moyenne de valeur d'un client. Du coup, en gros, pour nous aider à déterminer notre coût d'acquisition. Enfin, ce qu'on peut mettre en coût d'acquisition. Exactement. C'était bon. Tu disais? Oui, j'aurais voulu que tu reviennes sur la notion d'abonnement assurance. C'est-à-dire d'un abonnement à un service qui n'est pas forcément sollicité par le client. Tu sais, tu disais tout à l'heure, c'est les genres de clients qu'il faut chouchouter. Ah non, ce que je disais, c'était ceux qui en fait ont souscrit mais n'utilisent pas le service. Ouais. Pour moi c'est une vision un peu en mode assurance, quoi. C'est un mode auquel moi je réfléchis dans mon business. Non, là c'est juste des gens qui ont oublié qu'ils avaient souscrit à un service et qui ne l'utilisent plus. C'est juste ça en fait. Pour toi, le modèle d'assurance, c'était pas un modèle d'abonnement? Je ne pense pas avoir évoqué le mot assurance, mais. Non, peut-être pas, je sais pas, continue. Quelle est ta question derrière? En fait, quel est ton problème? Ou quel est ton réseau? Le problème, c'est que j'ai pas assez de clients, mais bon, ça, c'est autre chose. Non, tout ce que tu décris sur le principe d'avoir des abonnements, que c'est mieux de vendre de l'abonnement que du one-shot, enfin, je veux dire, c'est non, je dis, si ton service et tes clients, ça correspond. Si dans les éléments que j'évoquais au tout départ, après, c'était, voilà, si ton produit, c'est des faibles montants, ce genre de choses, ou si c'est un produit physiquement couplé à un service, oublie, fais autre chose, vends-le en one shot. Alors, pareil, voilà, je prends l'exemple, pas de moi, mais un truc que j'ai vu là. Il y a une boîte qui s'appelle HomeServe sur Lyon.
ils vendent une espèce d'assurance anti-fuite d'eau pour 2 € par mois. C'est-à-dire que tu souscris cet abonnement, cette espèce d'assurance, et si jamais tu as une fuite d'eau sur ton réseau, alors il y a des conditions bien sûr, mais bon, si tu as une fuite d'eau, tu peux les appeler, et il y a un plombier qui va intervenir chez toi gratuitement, selon certaines limites. Pour moi, ça va en contradiction avec ton deuxième point. C'est-à-dire que c'est effectivement un service dont on est très faible, 2 € TTC par mois, et pour autant, il y a une vraie valeur, quoi. Il y a, je ne sais plus combien. Non, je ne dis pas le contraire. En fait, ce que je voulais, il ne faut pas le prendre comme argent comptant, les éléments qui sont là, parce qu'il y a toujours une adaptation. Et ce que je voulais en fait évoquer, c'était plus le montant est faible, plus ta marge va être extrêmement réduite, voire nulle, parce que les opérateurs de paiement prennent des commissions. Donc, quelqu'un, voilà, tu fais du prélèvement à un montant de 2 € par mois, il faut savoir que quasiment 25% du montant de ton abonnement va aller dans les poches en fait, de l'opérateur de paiement. C'est simple. C'est quoi l'opérateur de paiement? C'est qui l'opérateur? L'opérateur, ça peut être ta banque, ça peut être celui qui va traiter la transaction. Et cet opérateur-là, en fait, il va te prendre une commission. Il va te prendre une commission, un montant fixe pour faire la transaction, et il va te prendre en fait un variable pour la partie encaissement. Dans l'univers du paiement, en fait, tu as deux métiers. Tu as la gestion de la transaction et tu as le métier de l'encaissement. Et les deux, en fait, ont des modèles qui se complètent. Un, c'est un montant fixe, l'autre, c'est un montant variable. Et effectivement, bon, pour répondre à ton point, derrière, la raison pour laquelle ils font ça à 2 €, c'est que c'est simplement, ils ont fait des statistiques derrière et ils se disent, voilà, je vais gagner en proposant à 2 €, ça me fait 24 € sur l'année. Statistiquement, en fait, j'ai une fuite d'eau tous les 150 assurés. Et donc, le déplacement de mon plombier pour réparer ça couvre amplement le reste. Mais c'est purement statistique. On ne l'appelle pas, c'est un service. Pour les assurances, il n'y a rien de. Je ne suis pas fan. Mais c'est juste en fait, tu peux trouver des contre-exemples, hein. Il n'y a aucun problème. C'était juste en fait pour indiquer que voilà, quand on démarre et qu'on commence, on dit bah, je vais attaquer avec des très faibles montants sur mes abonnements, il faut comprendre que tu vas avoir une grosse partie de l'argent qui va basculer dans les poches de l'opérateur et que pour générer des revenus suffisants pour déployer et continuer l'activité de ton entreprise, il va falloir que tu aies aussi beaucoup d'abonnés. Et ça, c'est ça, quand tu évoquais le fait que tu cherchais à avoir plus de clients, plus tes montants sont bas, plus justement sur ces éléments-là, faites attention à la valeur perçue en fait de votre service. Moi, j'ai eu des expériences, même à titre personnel, en vendant un service à 19 €, des difficultés à le vendre. Je l'ai passé à 100 € et beaucoup moins de difficultés. Et c'était le même service. Et j'ai pas compris. C'est juste qu'en fait, le client perçoit différemment. Ah oui, c'est 100 €, oui. Ah, ils ont des clients qui payent 100 €. Tiens, intéressant, je vais m'y intéresser, je vais essayer de comprendre. Ça peut m'aider. À 19 €, ils se disent 19 €, je vais trouver quelque chose de gratuit. Il va y avoir des trucs gratuits qui traînent et je vais essayer de faire la même chose. Donc la perception en fait du prix, faut lire des études marketing, de la psychologie et par moment, voilà. En tout cas, moi j'ai eu une expérience juste à titre personnel dans une précédente activité où le montant 19 €, des difficultés à vendre, 100 €, beaucoup moins. Bon, on continue, hein, on avance. J'ai une question. Alors là, je suis désolée, c'est vraiment très clairement lié à notre activité. On a une problématique pour qu'on veut vendre à des kinésithérapeutes une solution robotisée de massage, sachant qu'il y a un coût d'entrée, un ticket d'entrée qui est important. La solution robotique coûte cher, même si on leur démontre qu'ils sont rentables très rapidement. Ça n'empêche que la solution de ticket d'entrée est très élevée. On est sur une innovation de rupture, donc il y a pas mal de freins liés à ça, et en plus on leur demande de bloquer une pièce. Donc ça fait beaucoup. De bloquer une pièce, c'est-à-dire bloquer une pièce dans leur cabinet. Ah oui, d'accord. Physiquement. Donc je récapitule. Il y a un montant de départ qui est important. Oui. Enfin, une occupation au sol, ça c'est leur problème. Et donc il y a d'autres contraintes. Et d'autres contraintes. Et donc la question, c'est. Et la question du coup, c'est que nous on est en train de se poser la question sur l'abonnement, de se dire on va essayer de diminuer les contraintes, c'est-à-dire pourquoi pas leur proposer, alors soit avec un plafond, donc
un ticket d'entrée fixe et ensuite un abonnement à l'usage, soit sinon directement on vous met à disposition la solution, vous mettez à disposition une salle et on met après à la consommation, on fait payer uniquement la consommation et on se répartit le CA. La question, c'est que ce type de mécanisme, qui est beaucoup plus épuisant pour les cibles à lesquelles on s'intéresse, la grosse problématique, c'est que ça nous fait porter à nous, startups, le coût et le risque de toutes ces machines qui ont un vrai coût. Est-ce qu'il y a des acteurs qui permettent justement de porter ce type de choses et quelles sont les relations commerciales entre des sociétés comme nous et des acteurs comme nous? Alors, en fait, j'entends là effectivement, donc ce que je comprends, c'est que tu as un produit qui a un coût et les cibles sont intéressées pour lisser en fait ce prix-là, ils n'ont pas les moyens de l'acheter. Et toi, tu ne veux pas porter. En tout cas, ça fait un frein trop important. Ouais. Et toi, tu ne veux pas porter le poids de l'achat de ce matériel qui n'est pas rentabilisé tout de suite. Alors pour ça, tu peux voir en fait des acteurs du leasing. Et eux, en fait, tu vois avec eux et ton client, il signe un contrat de leasing. Donc toi, tu récupères l'argent directement en fait, du matériel et c'est lui qui paye à l'acteur du leasing. Et là, c'est même plus un abonnement pour toi en fait. C'est pas un abonnement dans ce cas. Non. C'est une facilité de paiement sur l'achat en fait de ton matériel. Mais alors, ça veut dire que c'est quand même le client qui est propriétaire du matériel, puisque voilà, à terme, puisque c'est lui qui fait un leasing avec. Oui. Alors que si on achète, est-ce qu'on peut acheter nous en leasing, en guillemets, Ah, tu peux. Ah, bien sûr, si tu peux. Comme toute entreprise peut acheter en leasing. Mais là en fait, tu vas avoir ton vendeur de fauteuil et tu lui dis, moi, je suis prêt à vous acheter ça, ton de fauteuil. Mais par contre, on va passer par un acteur de leasing. Et à mon avis, ils doivent avoir déjà dans d'autres pays ou avec d'autres clients ce genre de relation avec des commerciaux. Et donc, en fait, c'est pas eux qui supportent la charge, c'est pas vous qui supportez la charge, mais vous avez un engagement auprès de l'opérateur bancaire qui va vous faire le contrat de leasing. Donc ça peut être un affaire. Et c'est pour ça qu'en fait, on évoquait les raisons de passer ou pas par l'abonnement. Quand c'est une fraction en fait, de la vente d'un produit physique qui est trop forte à supporter pour une entreprise, il faut voir les acteurs de leasing pour pouvoir traiter ce sujet-là. L'abonnement, on va le faire justement derrière si on a un produit physique qui est relativement, on va dire, peu cher et qui en quelques mois s'absorbe par les montants d'abonnement. Mais si c'est quelque chose qui met, je sais pas, 2 ans, Ça me fait penser, vous avez regardé ce que fait LPG? Oui, bien sûr. Et ils fonctionnent comment? Ils font quoi? Abonnement? Ils font du leasing. Ils font du leasing. Il y en a beaucoup qui font du leasing, puis il y en a aussi qui font abonnement plus ticket à l'usage. C'est-à-dire, notamment les machines de flash, c'est à chaque flash, vous allez payer 1 euro et il y a un abonnement fixe. Après, en fait, aussi, la chose que tu peux faire, c'est tu peux engager sur un minimum d'utilisation du fauteuil aussi. Et, ou du robot, ou du composant que vous vendez, que quand le client en fait s'engage, et pour que vous ayez une vue sur votre rentabilité, et pas dire oui, on a signé un contrat avec un petit peu, on va dire, à l'usage, mais s'il a 2 clients par jour ou s'il en a 15, votre rentabilité n'est pas atteinte de la même manière. Donc, de pouvoir dire, voilà, comment on peut s'entendre et voici la proposition qu'on fait avec un minimum d'usage de l'outil, du robot. Et du coup, il me semble qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent rentrer en jeu dans la construction d'une offre d'abonnement. On parle de l'engagement, on parle du plafond d'usage ou pas, du ticket fixe puis de l'usage. Enfin, il y a énormément de facteurs. Et du coup, la question qui vient naturellement, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour réellement tester ce type de modèle? Visiblement, vous l'avez fait. Donc, je suppose que c'est avec nos premiers clients, nos premiers partenaires. En fait, alors déjà, tu peux commencer effectivement par un sondage.
auprès de tes clients. Mais les sondages, moi je trouve que c'est souvent du pipeau. Ouais. Et donc en gros, de mener en fait une discussion comme si vous aviez un acteur de leasing directement. Renseignez-vous après sur les conditions, ce que vous font les propositions, les assureurs sur ces choses-là ou les banques, et de prendre en fait les conditions qu'ils vous proposent, de les restituer dans une offre et vous déplacer, rencontrer quelques-uns de vos clients et de voir comment ils réagissent, dans vos prospects, de voir comment ils réagissent par rapport à cette proposition-là et l'affiner automatiquement. Pardon, il y a une question. Merci. Qu'est-ce que tu penses du prélèvement SEPA, enfin sur les modalités de paiement? Est-ce qu'il faut mettre la carte bleue, le SEPA, l'un ou l'autre? Et quelles sont les pratiques en France dans le B2B? Okay. Alors, la réponse est ça dépend. Je vais te donner des informations. Globalement, nous, ce qu'on voit en fait sur notre plateforme, c'est sur du B2B, on est proche en fait du 55% de paiement en prélèvement SEPA. Donc, il y a plus de prélèvements et je sens que la tendance va s'accélérer sur le sujet. En fait, le prélèvement SEPA ou la carte bancaire, ils ont des avantages et des inconvénients tous les deux. La carte bancaire, elle a quelques contraintes. La première des contraintes, c'est qu'il y a des plafonds de prélèvement. Et ces plafonds-là, si le client, si votre service, je ne sais pas, fait 200 € par mois ou 300 € par mois, si la personne en fait a fait des achats ou si elle a une carte professionnelle limitée, tout ça, avec ses déplacements et tout ça, ça peut limiter les prélèvements et générer multiplier les erreurs. L'autre point, c'est que c'est une date d'expiration. Donc ça veut dire qu'en gros, quand le client met sa carte, il n'a pas mis sa carte le premier jour de validité de sa carte. Donc généralement, on peut compter que c'est en milieu de période et que globalement, tu as assurément des paiements pendant au moins toute une année. Mais ça veut dire qu'il va falloir gérer le fait que la carte va devoir être mise à jour pour ce client. Donc ça, c'est on va dire les petits inconvénients de la carte. L'avantage qu'a la carte, c'est que le prélèvement est instantané. Tu sais de suite si tu as l'argent ou tu n'as pas l'argent. Donc le traitement est beaucoup plus rapide et tu peux mener des actions rapidement. Le prélèvement SEPA, il y a d'autres avantages et d'autres inconvénients. Premier avantage, il n'a pas de date d'expiration. Tant que le mandat est utilisé, tu peux continuer de prélever. Même un mandat non utilisé, s'il a été utilisé au moins dans les 18 précédents mois, il fonctionne encore. Donc c'est intéressant pour des renouvellements annuels. Si tu mets la carte et que tu as des offres annuelles, autant te dire qu'un coup sur deux, ça va foirer. Donc le prélèvement SEPA, dans ce cas-là, est intéressant. L'avantage en fait, du prélèvement SEPA, c'est qu'il n'y a pas de plafond. Donc la seule limite qui existe en fait, c'est le compte débiteur du client, où le mandat a été invalidé par le client. Un inconvénient qu'a le mandat SEPA, enfin plusieurs inconvénients, les traitements ne sont pas instantanés. Donc, ça peut prendre 5 jours, 6 jours, 10 jours. Ça va dépendre de l'opérateur de paiement qui est pas que simplement l'opérateur de paiement, mais aussi le réseau bancaire à laquelle est rattaché en fait, le client. Normalement, voilà, ça peut mettre 10 jours, 15 jours pour qu'on ait la réponse en disant ça va marcher. Donc ça, c'est un souci. Mais bon, ces cas-là arrivent assez peu en règle générale. C'est ce genre d'erreur. L'autre point, je l'ai perdu. Que j'avais par rapport au prélèvement SEPA, donc c'est pas instantané. Et puis c'est plus cher la carte. Ça dépend par quel opérateur tu passes. Et ça, c'est vraiment un sujet. Ah oui, l'autre point, c'est que les conditions d'annulation en fait, d'un prélèvement
sont plus simples en prélèvement SEPA qu'avec une carte. Avec une carte, le client en fait, doit remplir des formulaires plus importants auprès de sa banque pour contester un paiement. Et c'est très compliqué. Le prélèvement SEPA, je ne sais pas si vous avez vu, vous allez sur votre compte de banque, liste des prélèvements, j'annule. Et donc c'est plus facile en fait à annuler. Et il faut savoir aussi que c'est un élément à prendre en compte. Mais bon, les clients ne le savent généralement pas. Et quand vous mettez en place, il faut bien le savoir. C'est qu'en règle générale, quand on fait du prélèvement SEPA, un client peut annuler sans aucun motif les 8 premières semaines d'un paiement. Donc il peut dire moi j'ai reçu ce truc-là et finalement ça ne me plaît pas. J'annule qu'un clic depuis mon interface de banque et je n'ai pas de motif à donner. Alors qu'avec de la carte, c'est plus compliqué. Mais bon voilà, il y a des inconvénients, il y a des avantages. Tout dépend de la cible. Voilà, quand on est en B2B, on va dire que ces sujets-là sont peu importants. Peu important, c'est-à-dire la peur qu'un client résilie son mandat depuis son interface de banque, que le compte est débiteur, ça arrive. Mais en B2C, le volume d'échecs par mois en termes de prélèvement est beaucoup plus important qu'en B2B. Ma question, c'était aussi quel est le. Enfin, tu as répondu, 55% dans le B2B, c'est pas plus sur l'engagement, en fait, la capacité de procéder à l'abonnement, en fait, avec le CEPA, c'est un peu plus long, puisqu'il faut quand même qu'ils remplissent le mandat. Non, ça se fait en ligne maintenant. Tu fais des signatures électroniques, tu prends ton opérateur Orange, Free, tu remplis plus de papier. Ça se fait en signature électronique. Comme ça, en fait, le client peut être de n'importe où, en fait, le signe. Donc, il y a effectivement, c'était avant 2017, tu étais encore sur des formats papier. Et depuis, en fait, ça s'est... 2017, temps passe vite. Maintenant, en fait, tu peux faire de la signature électronique de mandat en ligne. Il y a des opérateurs, les opérateurs de paiement qui font du SEPA, généralement, c'est fourni avec leur service. Ils te disent, voilà, mets ça en place et tu as la signature qui arrive. C'est pas forcément la banque, sa banque, en fait. Non. Alors, généralement, voilà, nous, par exemple, n'allez pas voir votre banque pour avoir des informations sur des solutions de paiement. C'est la meilleure façon, en fait, de vous tirer une balle dans le pied. C'est les plus mauvais acteurs du marché. Ils ne savent pas. Déjà, vous allez voir votre conseiller pro. On ne l'a jamais formé à un produit monétique. Il faut demander un rendez-vous avec son conseiller monétique. Il n'y en a pas un par agence. C'est un qui est réparti sur plusieurs agences. Et la personne, pour elle, c'est une boîte noire, en fait, l'objet qui vous vend. Et vous lui dites que vous faites du paiement en ligne. Ah non. Lui, il vend à des commerçants. Ils vendent pas. C'est pour ça qu'en fait, il faut regarder tous les acteurs qui sont des indépendants. Et souvent, en fait, ils ont des agréments avec la Banque de France et ils sont des établissements bancaires en fait, il y a plein d'agréments que tu peux avoir. Et sur le traitement, en fait, des transactions et du paiement en ligne, il y a un agrément à avoir et la plupart, en fait, des opérateurs de paiement indépendants. Et il y a qui, par exemple, qui fait ça? Tu as GoCardless, sur le SEPA, je parle. GoCardless, SlimPay, tu as Stripe, Adyen. Mais à la rigueur, je t'enverrai une liste, en fait, tu me donneras ta carte et puis je t'enverrai ça par email, la liste. Pardon. Oui, alors, ils ne font pas du SEPA. Ah, ils font que de la carte. Ils font que de la carte. Effectivement, il y a aussi que dans le choix de ces opérateurs de paiement, il faut regarder d'où ils viennent. Parce que tous ne proposent pas les mêmes services. Et, après, malheureusement, toutes ces solutions de paiement, c'est un peu des boîtes noires. On regarde juste, en fait, l'aspect financier, et on ne sait pas trop... Ouais, parce qu'il y a aussi des délais, justement, sur l'encaissement. Enfin, moi, je crois qu'on que appelle c'était des Stripe, il me semble, parce que j'ai commencé à regarder, et il y avait, je ne sais plus combien, mais genre 15 jours... Enfin, je l'ai dit, mais ça fait un peu beaucoup, quand même, là, pour récupérer... Il y en a, c'est plus, hein. Pardon? Il y en a, c'est Oui, plus. probablement. Donc, du coup, Et sur les tarifs... d'autres, ils ont ce qu'ils appellent des pieds de compte.
c'est-à-dire qu'en gros, ils regardent, je leur dis, bah voilà, moi je vends des abonnements à hauteur de, je sais pas, 100 euros par mois. Et ils vont vous dire, bah ok, les 10 premiers clients, on va bloquer l'argent sur un compte et on vous le restituera le jour où vous partirez. Parce que ils veulent avoir un tampon d'argent pour le cas où ils ont des contraintes à devoir rembourser en fait un de tes clients. Donc, voilà. Il n'y a pas que ça en fait à regarder, mais pour ceux que ça intéresse, en fait, je vous donnerai ma carte et on pourra échanger sur le sujet parce que les opérateurs de paiement, il y a aussi des éléments qu'on ne voit pas et quand on n'a pas l'habitude de discuter avec eux, qui est quel est leur taux de disponibilité. Il y en a, ils sont peut-être très bons sur la France, mais dès lors que vous sortez et que vous voulez vendre en fait, je sais pas, en Belgique, peut-être pas loin, hein, bah, leur taux de disponibilité chute et ils sont 20% du temps indisponibles. Donc, quand le client il arrive pour saisir, si le formulaire il n'apparaît pas, c'est quand même con. Il y a tout plein d'autres services qui existent adossés à ça, ou même la notion d'impayé, par exemple, comment certains le facturent. Les banques, ils vous coupent un bras à chaque fois qu'il y a un impayé. Toi, c'est un service que tu proposes, le conseil sur cette partie-là? Bon, pour en parler, hein, en fait, après coup, en fait, nous, on fournit une solution SaaS en fait, de gestion d'abonnement, de facturation, après les en fait, plein de sujets qu'on a un peu évoqués là. On aide en fait à modéliser, à mettre en place et en fait à gérer en automatique. Ouais, mais moi je rebondis quand même sur la banque parce que moi j'ai eu des cas où, comme c'était des créations d'entreprise, ils refusaient que ce soit un autre opérateur de paiement. Ah, si, je peux même te citer la banque. Cite-moi la banque. C'est la Caisse d'épargne. Donc, mais ils n'ont Mais, jamais voulu, donc on n'a jamais pu le faire et du coup on a été obligé de En fait, si tu veux avoir des opérateurs comme Stripe, ta banque n'a rien à voir avec la solution. Stripe, d'autres, ils ont un agrément d'établissement bancaire. Tu leur dis, voilà mon RIB, l'argent que vous avez collecté pour moi, vous me le virez sur mon compte. Oui, mais du coup ils refusaient d'ouvrir le compte. Non, je te le dis, ils voulaient absolument passer par la solution. Oui, non, mais d'accord, mais ça c'est des conditions commerciales alors. Ouais. Non, ils refusaient comme tu étais en création, ils disaient non, on prend trop de risques à passer par d'autres opérateurs que nous, soi-disant que c'est ça l'excuse. Donc nous, si vous ne passez pas par nous, on ne veut pas. Tu vas avoir un autre banque. Donc, et c'est moi. Mais même tu peux là, si tu as souscrit avec eux, rien ne t'empêche en fait de désinscrire pas de la banque, mais du service en fait de terminal de paiement pour pouvoir basculer sur un autre. Hein. Non, mais c'est pour dire qu'ils ont quand même des pratiques. Ah oui, non, mais moi j'ai juste pour donner quelques informations. Nous, on a arrêté de travailler en fait avec les banques en direct sur tous les sujets de prélèvement parce qu'en fait, on trouvait des bugs, des failles de sécurité qui ne corrigent pas. Et certaines, on connaît depuis des années et des années, qui sont vraiment méchantes, qui ne corrigent pas. On leur signale, ils ne font rien. Dès lors qu'il y a un problème, nous, on a une certaine expérience de gestion des solutions de paiement, et ils disent tout le temps, oui, mais vous avez mal fait ci, vous avez mal fait ça, Le nombre de transactions qu'on opère chaque jour, machin, pas le data. En fait, c'est les services dessus. Déjà, les solutions ne sont pas top. Elles sont horriblement chères par rapport à d'autres solutions. Il y a ça, mais c'est surtout le support derrière. Vous avez le moindre problème, c'est votre faute. Non, c'est vrai, mais je l'ai senti. C'est votre faute. Et puis, pareil, en fait, aussi, par exemple, il y a une contestation de paiement qui est faite par un de vos clients et qui est passée par sa banque. Ils appellent ça, eux, en fait, un impayé. Et ils peuvent vous facturer 30 euros, 40 euros, 50 euros, 80 euros pour quelque chose qui peut-être coûte 10. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça fait partie des éléments à regarder chez les opérateurs de paiement en disant c'est quoi le coût des impayés. Il faut bien comprendre qu'il y a aussi un abus de langage parce que c'est aussi dans leur argumentation. Un prélèvement sur un compte débiteur n'est pas un impayé, c'est un échec de prélèvement. On peut recommencer à prélever. C'est comme quand en fait, vous allez dans votre carte elle est muette dans un distributeur, vous n'avez pas un impayé, c'est un non-paiement. Et souvent, ce que font les banques, c'est qu'ils disent c'est un impayé ça, c'est un impayé, ils vous font peur, mais en fait, en réel, ils ne vont pas vous le facturer, cet élément-là. C'est juste qu'en fait, ils font peur, ils utilisent du vocabulaire qu'ils ne maîtrisent pas et qui tentent en fait de
de vouloir dire oui, mais si vous passez par nous, alors on fait une ristourne. Une ristourne, c'est un truc qui vaut zéro. Voilà. Mais bon, s'il y a des sujets sur les trucs du paiement, précisément sur ton cas, tout ça, mes coordonnées, ou je te donnerai une carte, tu contacteras, puis on va faire un point, juste pour que tu me dises ce que tu as en tête, ce que tu veux faire, comment tu veux. Parce que c'est vraiment pas évident. Sur les solutions de paiement, il y a vraiment de tout et n'importe quoi, par exemple, comme tout, n'importe quel service. Et les banques sont pas au top sur ces sujets-là. Est-ce qu'on a une cartographie ou est-ce que tu as des éléments au niveau mondial, c'est-à-dire qu'il y a des zones géographiques où l'abonnement, les forfaits sont plus adaptés par rapport à une certaine culture, d'autres pas trop, c'est pas encore le moment. Je prends l'exemple de la Chine, parce qu'ils en sont aujourd'hui, est-ce que tu as des informations de ce type? Alors, oui, il y a quelques informations. Déjà, en fait, l'abonnement, on va dire, plus tu restes dans des pays, on va dire, développés ou en voie de développement, l'abonnement, en fait, c'est quelque chose d'assez connu. Sur les autres pays un peu plus en dessous, l'abonnement est moins connu parce qu'il est moins proposé par les acteurs, parce qu'il y a des risques trop importants d'un pays et qui préfèrent faire du prépaiement important avant, ou des packs d'utilisation, ce genre de choses, pour être sûr, en fait, des pays. Après, il va y avoir des spécificités, elles vont être plutôt sur les mécaniques de paiement que tu vas retrouver. Typiquement, ce que nous on connaît, carte bancaire ou de plus en plus ce prélèvement SEPA, ça fonctionne très bien en France, mais en Allemagne, c'est pas du tout leur façon de procéder. En fait, sur tout ce qui est la récurrence de paiement, les Allemands ont une tendance à obliger qu'on les notifie sur chaque prélèvement qu'on va avoir et qu'ils acceptent le prélèvement que tu veux initier. Alors qu'en France, on envoie la facture, vous allez prélever, vous allez prélever. Et donc il y a des spécificités comme ça qui existent dans différents pays, et notamment l'Allemagne qui est juste à côté de chez nous, qui a vraiment une façon très différente pour régler les services. Bon, après, ils ont aussi d'autres problématiques, du style, ils vont avoir une forte préférence à ce que tu utilises un opérateur allemand, si tu as un acteur qui est français ou tout ça, ils vont être regardants, je ne connais pas cette banque, ou je ne connais pas ce truc, ou je ne connais pas ça. Et donc ça peut être aussi un frein. Ça peut être aussi, voilà, dans le déploiement d'un service à l'étranger, il y a aussi ces éléments-là. En fait, il y a plein d'éléments, on va dire, de coutume. Souvent, l'idée, c'est de regarder, de voir quelques services qui existent dans le pays local, et de voir comment en fait on peut les souscrire en tant que local. Parce que souvent, si tu t'inscris depuis en ligne, ils détectent que tu es en France, donc ils vont te proposer tel ou tel opérateur de paiement. Mais vraiment de voir, soit en passant par un VPN, ce genre de choses, pour voir en fait, comment ils opèrent le service localement, ou tout simplement, tu fais un petit voyage là-bas et puis tu regardes comment ça va se passer si tu fais dans tout le pays. Si utiliser des VPN, ça peut être intéressant de voir comment, localement, quels sont les acteurs paiements qui sont proposés, quels sont les modes de règlement. Effectivement, il y a des coutumes, en fait, un petit peu qui fait comme ça, qui est. Enfin, c'est pas des coutumes, c'est un aspect culturel. Mais après, globalement, tu vois, le réseau Visa ou Mastercard, voilà, si tu veux vraiment déployer ton service à l'international et couvrir une grande partie de la planète, c'est Visa, Mastercard, Amex. Voilà. Prélèvement SEPA pour élargir sur les possibilités sur l'Europe. Et voilà, avec ça, en fait, tu as couvert une grosse partie de tes cibles clients. Juste comme ça, en fait, où est-ce que vous en êtes par rapport à vos projets? Est-ce que vous avez déjà mis des éléments en place? Vous êtes en réflexion sur la mise en place d'un modèle d'abonnement? Vous avez déjà mis un modèle d'abonnement en place? Où est-ce que vous en êtes chacun dans vos projets rapidement? Nous, on n'a même pas encore commencé l'idée de commercialiser. Non, là, je suis un peu dur avec toi. Non, disons qu'on est en phase de POC. C'est le moment de commencer à réfléchir à la commercialisation. Nous, on est en train justement de tester pour voir la limite psychologique du montant montant acceptable, parce que nous, on en vit aussi, donc c'est un peu différent.
le prix à l'achat et le prix d'abonnement après par la suite. Et on est en train de voir, parce qu'on a eu des retours sur non, mais nous, on n'a pas d'abonnement du tout, on préfère payer plus cher. Donc, voir si on ne proposerait pas une formule avec abonnement et une formule plus chère, mais sans abonnement. Enfin, ou en tout cas. Formule aussi. Alors, en fait, un truc qui peut être intéressant de faire, moi, je l'ai retrouvé sur certains cas. Je retrouve en fait les sociétés qui avaient mis ça en place et très intéressant. Notamment quand on vend un produit associé à un service. Généralement, on souhaite que le produit soit payé avec la carte bancaire, parce qu'on veut avoir un paiement instantané, voire sécurisé entre des sécures. Et puis derrière, on voudrait mettre du prélèvement SEPA pour pouvoir fluidifier les prélèvements. Ce qui peut être intéressant de faire, et qui a aussi un impact psychologique sur la conversion, c'est de vendre en fait le produit. Tu vends le produit, le client a connaissance qu'il aura un abonnement et tout ça. Et tu lui vends le produit, il le paye, il le reçoit. Quand il veut le démarrer, il doit retourner sur ton site pour activer son... Et là, tu lui captures ses moyens de paiement, SEPA, pour démarrer son abonnement. Donc le client, en fait, psychologiquement, en fait, il n'a pas la sensation de tout payer d'un coup, il paye en 2 temps. Donc en gros, son premier achat, en fait, il est moins important, donc la réflexion est... Tu parles notamment pour les formules annuelles, par exemple. Même mensuel. Ouais, alors après, si c'est mensuel, c'est des petits montants, c'est pas des montants énormes. Je ne sais pas après les montants, mais oui, mais peu importe la formule qui est appliquée derrière, en fait. C'est de faire ça. Et aussi, ce qui fait que ton tunnel de conversion est réduit. Parce que si tu veux tout capter au démarrage, tu vas avoir à capter la carte, lui valider le produit, le livrer, capter son mandat SEPA pour démarrer son abonnement. Mais en même temps, le client, il va te dire, il va dire oui, mais je ne veux pas payer tout de suite parce qu'en fait, le temps que je réceptionne le truc, que je l'active, il va y avoir un delta, je ne veux pas le payer et tout ça. Donc en gros, de dire, ok, je décompose en 2 parties. Il y a la partie achat de produit, livraison et démarrage en fait du service. Ce qui fait qu'en fait, quelqu'un qui reçoit le produit, je ne sais pas, le 2 et que pour X raison, il n'est pas disponible et qu'il active le service le 25, toi, au final, tu t'en fous, tu as vendu ton produit et il démarre le 25, le 23 ou le 2 du mois suivant, on n'a rien à faire. En fait. Ok. Et comme ça, en fait, le process est plus léger. Merci. Où est-ce que tu en es dans ton... En fait, moi, j'ai vendu au départ des prestations ponctuelles et j'ai basculé en complément une offre abonnement parce que c'est des demandes que j'ai eues. Et donc là, j'en suis que j'ai fait faire un contrat spécial sur l'abonnement et j'ai vendu les premiers abonnements là récemment. Et en fait, ce que je me dis maintenant, c'est que j'ai envie de vendre les premiers sans, parce que pour l'instant, c'est pas du tout possible de les prendre en ligne. Donc tu es sur de la vente, ce qu'on appelle nous en one-to-one, avec un commercial. Voilà. Okay. C'est moi, le commercial en l'occurrence, mais oui. Donc je m'étais dit que ce qui serait peut-être pas mal, c'est de faire un premier batch assez manuel finalement dans la démarche, et ensuite de réfléchir à un site qui permet d'acheter en ligne l'abonnement et du coup... Tu peux avoir aussi, ça on pourra en parler, tu peux avoir un truc intermédiaire, parce que tes clients, en fait, ce que j'évoquais tout à l'heure, tu peux faire signer électroniquement des mandats, et donc en gros, tu n'as pas besoin de te déplacer ou d'envoyer un courrier dans lequel ils doivent te restituer un papier qui doit déposer à sa banque, que toi tu dois avoir et en copie. En fait, tu peux très bien imaginer d'avoir des solutions intermédiaires où tu crées une offre et ça te génère en fait un lien pour le client que tu envoies et que le client en fait signe en ligne l'offre de service. Oui, c'est ça. Moi, je suis un petit peu à la recherche de solutions qui sont automatisées sur certains processus, mais pas typiquement pas des mails automatiques de rappel, parce que l'idée, c'est de garder un relationnel fort avec les premiers abonnés pour comprendre aussi les freins qu'il peut avoir, mais d'automatiser certains échanges de documents où effectivement un mandat SEPA qui le signe en ligne, c'est quand même mieux que d'envoyer des documents. Et ensuite d'essayer d'automatiser toutes ces parties souscription. Ok. On pourra en discuter après, effectivement, sur ces aspects-là, ce que tu veux mettre en place. Effectivement, y aller progressivement sur ces parties-là, c'est tout à fait, c'est ça.
C'est même, sinon, ça te rassure sur ton modèle. Est-ce que tu connais des exemples d'abonnements dans des entreprises qui vendent un service de projet qui aide à modéliser des concepts, des choses comme ça, mais plutôt au niveau de projet, autre que du produit, ou un service après-vente, ou un service lié à un produit. Qu'est-ce que tu appelles projet en fait? Un projet, dans mon sens, c'est des structures existantes à ouvrir en fait un centre médicalisé dans une catégorie spéciale. Okay. Et donc, c'est les accompagner en cabinet de conseil dans ce sens. D'accord. Et c'est du projet, donc c'est vraiment du sur-mesure. Après, il y a des services, il y a des soins, il y a des traitements. Qu'est-ce que tu veux mettre sous forme d'abonnement? Il y a de la formation. Non, mais j'ai du mal à l'imaginer, mais en même temps, je me dis, tiens, pourquoi pas peut-être essayer d'être précurseur aussi peut-être dans ce domaine-là. Je ne sais pas s'il y a des exemples. C'est des prix très élevés, c'est de la gestion de projet. Donc, non, je pense que quand tu as sur ce genre de choses, ou avec effectivement des montants qui peuvent être, je sais pas, 1000, peut-être plus, l'abonnement va être, dans ce cas-là, tu vas avoir, je ne connais pas suffisamment ton point, mais ça peut être de la maintenance, voilà, c'est ça. Ça peut être ce genre d'éléments que tu peux proposer, ou la formation continue, ou exactement de la formation continue. C'est plus comme ça que j'envisageais. Ou je ne sais pas si après les documents qui sont produits au travers de ce projet-là doivent être conservés minimum pendant un certain temps. Tu peux imaginer des abonnements de conservation des documents, ce genre de services complémentaires. Parce que s'il y a une obligation légale, il faut que quelqu'un le fasse. Et si ces documents-là doivent être conservés 10 ans, tu peux proposer, entre guillemets, décaler, voilà, j'ai un abonnement de conservation des données, donc vous souscrivez à l'abonnement, le projet, les données, les documents du projet sont conservés. Alors, vous ne les voulez plus, vous les récupérez, vous en faites ce que vous voulez. Le fait de faire des abonnements, il y a le risque aussi de peut-être dire, voilà, si vous prenez ça, vous allez vers plus de performance, alors que techniquement parlant, mon domaine, c'est il faut que ça soit très performant, que ça soit efficace, et que ça risque de stratifier et de donner l'image, on dira, oui, mais au final, je n'ai pas le choix de prendre la meilleure solution. Non, mais voilà, c'est... effectivement, de voir en fait, il y a peut-être des éléments dans tes prestations qui peuvent en fait, dont la prestation se déroule sur un temps. Et donc ces éléments-là, tu peux les décomposer sous forme d'abonnement. Voilà, la notion d'abonnement, il faut qu'elle soit liée à un temps. Si ta prestation est one shot, l'abonnement ne sert à rien. À la rigueur, tu fais des facilités de paiement en 3 fois, 4 fois, ce que je disais, mais il faut vraiment qu'en fait l'abonnement il y ait une notion de durée. Si dans tes prestations que tu fais, il n'y a pas la notion de durée, il n'y a pas d'abonnement. Ça peut être, il y a un support particulier que tu peux faire, ils peuvent poser une question, appeler n'importe qui, n'importe quand. Voilà, ce genre de service que tu peux mettre en plus. Oui, tout à fait. Ce genre de choses, effectivement. Tout à l'heure, ce qu'on évoquait avec les plombiers, effectivement, c'est un service supplémentaire. Bon, c'est un peu le rôle de l'assurance, mais voilà, tu apportes quelque chose en disant, sur tel et tel élément, il y a ce choix. Ou peut-être, par exemple, ça me vient en tête comme ça, mais j'ai vu une société où il y avait potentiellement, par rapport sur les projets sur lesquels ils bossaient, une évolution juridique du cadre du projet. Et comme le projet peut s'étaler sur plusieurs années, il veut dire en gros, s'il y a des évolutions liées au cadre juridique, en fait, si vous prenez l'abonnement support juridique, en gros, je reste disponible et vous accompagne à tout moment sur ces aspects-là. Au moindre changement, je fais de la veille sur le sujet pour vous prévenir s'il y a des évolutions particulières sur le sujet. Donc voilà, ce genre de service que tu peux ajouter à tes clients. Et
Et de voir après, voilà, si ça les intéresse, si c'est aussi peut-être clé pour eux, au final, si ça les décharge d'un travail qu'ils avaient à réaliser, obligation légale, voilà, ce genre de choses. Et puis, avec Pro Bono, ça, vous êtes capable de pouvoir aider les startups à ces réflexions-là? Ça fait partie des sujets, en fait, enfin, des parties d'accompagnement qu'on a aussi, de pouvoir, mais pas que des startups, hein, je veux dire, des réflexions qui sont là. Nous, on a des discussions avec, par exemple, Michelin ou PSA, où ils arrivent et ils ont besoin de ça. Ok, comment ça se passe? Bon, et non, on aide à la modélisation, Voilà, avant même d'imaginer de pouvoir faire quelque chose dans l'outil. ouais. Parce que des fois, tu arrives à la modélisation et tu te dis, bah, c'est pas compatible, ou nous, on l'a vu se reproduire ailleurs, ça n'a pas marché. D'accord. Voilà. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions. Pas d'autres questions sur ceux qui étaient en ligne? Non. Ah, ils ont bien envie. Ok, bah merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions.